Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Comment parler, comment recréer du dialogue, comment avoir des échanges plus constructifs. C'est pour ça qu'on est là une fois par mois, le midi, pour se retrouver tous ensemble. Donc bienvenue encore une fois. Si vous êtes habitué, merci de votre fidélité. Si c'est la première, c'est très sympa de se joindre à nous. On a une petite heure entre midi et 13 heures. Prenez un truc à manger, de quoi vous mettre à l'aise et participez. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir en commentaire. Et puis moi, je me ferai le relais de vos commentaires pendant tout cet échange. Comment parler, le concept de cette émission, c'est une heure avec une experte, un expert, de la conversation, du dialogue. Parfois, on a des chercheuses, des chercheurs qui viennent nous parler, par exemple, de comment recréer du dialogue sur des questions climatiques, avec des personnes complotistes. Et aujourd'hui, on a une experte que j'apprécie énormément parce que j'ai eu le plaisir de lire son livre cet été, Nina Facio, son livre Malentendu, un livre excellent sur le journalisme et la polarisation politique. Nina Fascio travaille aussi au Solution Journalism Network, qui est on va dire une organisation qui accompagne les journalistes dans l'amélioration de leurs compétences, de leurs pratiques. Et aujourd'hui, on va parler justement du rôle du journalisme dans le dialogue contemporain, dans le dialogue dans notre société, dans nos démocraties, et son importance dans tout ça. Bienvenue, Nina. Merci Peter, je suis très heureuse d'être là. Ravi de t'avoir avec nous. Alors, Nina, tu travailles depuis des années en tant que journaliste. Aujourd'hui, tu as pris un peu plus de recul, je crois, sur cette fonction pour justement te consacrer à la formation des journalistes, à leur accompagnement. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à t'intéresser à cette idée de l'écoute, de la conversation, alors que tu étais journaliste? Alors moi j'ai fait mes armes entre guillemets comme journaliste en Russie. En fait j'ai exercé à Moscou pendant 5 ans et c'est une expérience qui m'a beaucoup amenée à me questionner sur la compréhension que j'avais de ce pays avant d'y vivre, qui m'avait finalement été donnée par ce qu'on pouvait lire ou entendre de la Russie et les médias occidentaux, on va dire, au sens large. Et ce qui m'avait interpellée à l'époque, quand j'y vivais, c'était que tout ce qu'on m'avait raconté sur la Russie n'était pas factuellement faux, mais c'était pas non plus un reflet, on va dire, complet de la réalité. Donc ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, bon, je me suis rendu compte de ça parce que j'ai vécu dans ce pays pendant plusieurs années. Mais qu'en est-il des presque 200 autres pays où je ne vivrai peut-être pas? Et ça m'a amené à me questionner sur la façon dont les récits qu'on peut faire du monde, de nos sociétés, de d'autres pays, d'autres populations, d'autres cultures, pouvaient finalement à la fois restituer des faits certes indéniables, mais qui ne rendaient pas justice finalement à la complexité d'une réalité donnée. C'est comme ça qu'en rentrant en France, j'ai passé du temps à explorer les différentes organisations qui avaient justement envie de répondre à ce besoin-là, de raconter des histoires plus complexes, plus nuancées. Et donc, c'est ainsi que j'ai découvert le travail du Solution Journalism Network pour lequel je bosse depuis bientôt 10 ans maintenant. Ah, en effet. Et donc assez pionnière sur le sujet en France. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose d'assez nouveau pour le journalisme français de se poser ce type de questions, comme toi tu te les as posées assez naturellement quelque part en étant confronté à cette réalité sur le terrain? Alors, nouveau, non, mais c'est vrai que depuis, on va dire, une quinzaine d'années, c'est assez bien documenté l'impact que ce genre de récit a sur les sociétés. Et en fait, c'est peut-être ça qui a changé, c'est le fait que justement, on s'intéresse à comment les gens sont engagés avec l'information, comment ils la consomment et qu'est-ce que l'information crée chez eux, avec en plus en parallèle une accélération enfin, il y a une présence de l'information qui s'est complètement démultipliée à une vitesse absolument vertigineuse. Et donc, forcément, ça a accéléré, en fait, ces questionnements parce que l'impact du journalisme qui pouvait déjà être
le même, on avait un petit peu le même constat sur une information anxiogène qui peut diviser, qui peut alimenter en fait la polarisation. Ça s'est démultiplié et en fait, à un point où on perd vraiment le contrôle et avec un impact que l'on connaît sur nos démocraties, avec l'avènement du numérique, des réseaux sociaux, etc. Ouais. Et justement, parlons-en un peu de cet impact. On est tous les deux assez touchés par la question de la polarisation politique et surtout de la polarisation affective, c'est-à-dire l'espèce de sentiment de détestation qu'on peut avoir les uns pour les autres à travers les idéologies politiques. Selon toi, comment est-ce que le journalisme contribue peut-être parfois à cette polarisation? Tu parlais de la démultiplication de l'information. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes peut-être qui y participent? Oui, alors j'insiste juste que ça aussi, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que la polarisation affective, Camus en parlait déjà quand il parlait du degré d'animosité qu'on peut avoir pour notre ennemi, pour notre adversaire. Donc c'est pas nouveau, mais par contre, le contexte dans lequel ça évolue et ça se diffuse, comme je viens de le dire, est nouveau et du coup, l'impact est démultiplié. Effectivement, je pense que notamment ce qui pèse sur la polarisation des sociétés dans les récits médiatiques, c'est déjà une approche très binaire des sujets. On continue de traiter un sujet en disant que ben voilà, si on a les deux parties en présence qui s'opposent, on rend justice à la complexité du sujet. Donc on a une approche vraiment pour-contre sur tout un tas de sujets, et notamment les sujets qui divisent. Ensuite, on a, et ça c'est très bien documenté, une tendance naturelle des médias de se concentrer sur ce qui est négatif plutôt que ce qui progresse. Et je ne veux pas utiliser le terme positif parce que je pense que c'est pas forcément approprié non plus, mais par contre, euh, taire la réalité des humains qui s'organisent pour répondre aux problèmes de société, c'est problématique. Et c'est vrai que ça pose la question de qu'est-ce qu'on considérait comme étant une actualité. Souvent, j'ai entendu certains journalistes que j'ai formés, par exemple, dire oui, en fait, quand en manifestation il n'y a pas de violence, quand ça se passe bien, ben en fait il se passe rien, on s'en va. Et ça dit beaucoup de ce que les journalistes considèrent comme étant ou non une actualité. Moi, je pense que quand une manifestation se passe bien, il se passe énormément de choses, justement, et que ça aussi, ça vaut le coup d'être raconté. Donc, c'est comment on donne la valeur ou on juge ce qui vaut le coup d'être raconté et ce qui ne vaut pas le coup. Donc, ça participe évidemment à la polarisation parce que du coup, on va avoir tendance à diaboliser le camp opposé. Si je reprends l'exemple des manifestations, si on est, bon, on l'a très bien vu avec la mobilisation pour à Sainte-Soline, Hmm. c'est cette mobilisation où en fait on va le récit médiatique va participer à diaboliser le camp opposé, notamment parce qu'il y a une violence qui s'opère. Ouais. Et ensuite, il y a ce que j'appelle, moi, la contagion des malentendus dans les médias et dans la société, parce qu'en fait, il y a une sorte d'incompréhension et de non-écoute mutuelle entre médias et citoyens. C'est-à-dire Hmm. que les journalistes n'écoutent pas les citoyens pour ce qu'ils ont à dire vraiment, parce que la façon dont est recueillie l'information est trop anticipée, trop cadrée, trop biaisée. Et à la fois, les citoyens n'écoutent pas l'information pour ce qu'elle a vraiment à leur dire et finalement ne retiennent, et ça voilà, c'est les biais cognitifs qui sont en pleine action, c'est qu'on va retenir en fait que l'information qui va nous conforter dans nos propres opinions. Donc il y a tous ces mécanismes qui jouent ensemble et qui pèsent sur la polarisation. Ouais. Et j'imagine que tu es souvent confronté à une croyance à laquelle moi-même j'ai été confronté lorsque j'ai eu à interagir avec des personnes des milieux médiatiques, même pas juste des journalistes, mais des milieux médiatiques en général, sur cette question-là. C'est qu'on me dit, mais Peter, c'est idéaliste ce que tu décris, là, dépolarisé, parler des choses qui nous rassemblent, qui nous touchent mutuellement, raconter des belles histoires. Mais ça, tout le monde s'en fout, personne va regarder.
aller au cœur des raisons qui poussent une personne à avoir ses convictions, c'est beaucoup moins intéressant que faire du bruit sur un plateau télé. Est-ce que cette croyance-là, bon, là je caricature à peine, hein, ce que j'ai pu entendre parfois de journalistes très en place ou de médias très en place, est-ce que toi tu fais face aussi à ça? Est-ce que tu dirais que c'est un phénomène quand même assez, une croyance assez présente dans le contexte médiatique, dans les milieux médiatiques? Oui, alors effectivement, peut-être sans que ce soit autant affiché, mais il y a une croyance en tout cas. Il y a plusieurs choses qui se jouent. La première, c'est que si on va essayer de s'intéresser et de comprendre, par exemple, les mécanismes qui poussent des gens, certaines personnes à devenir complotistes ou les mécanismes populistes ou qu'est-ce qui crée la violence, etc. Il y a une croyance chez les journalistes qu'on va la justifier. Hmm. Et ça, il faut vraiment apprendre à, à vraiment délimiter. Ce n'est pas parce qu'on essaye de comprendre qu'on va justifier. On peut tout à fait avoir une vraie curiosité dénuée de jugement pour un phénomène qui pose problème. Donc, notamment, je peux citer la réalisatrice de documentaires Dia Khan, dont j'admire vraiment le travail, qui a fait des documentaires sur toutes les pourritures du monde, en gros. Les djihadistes, les hommes qui frappent leurs femmes, les néo-nazis, voilà, enfin, c'est pléthore de tout ce qui peut poser problème. Elle le fait avec une démarche qui est vraiment de comprendre et non pas de juger. Et en fait, ce que ça permet, c'est de voir ce qui est systémique dans l'apparition de ces opinions, dans l'apparition de la violence en général. Donc, il faut vraiment voilà, arrêter de justifier le fait de ne pas s'y intéresser ou de ne pas donner la parole à sous couvert de je vais justifier leurs propos. C'est pas vrai, on peut faire sans. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que euh, c'est un petit peu, alors c'est un problème, il y a une incompréhension sur ce que, par exemple, est le journalisme de solution. Si je prends cet exemple-là, le journalisme de solution, c'est comment on va enquêter sur les réponses apportées aux problèmes. Et souvent, par la pratique et par la croyance, on va dire oui, c'est du journalisme positif. Donc, on va parler des trains qui arrivent à l'heure, parler des petites initiatives rurales très sympas. Je pense par exemple à Carnet de campagne. Et en fait, on a une espèce d'opposition de facto sur l'information négative et l'information positive. Et tant qu'on la traitera, encore une fois, de manière binaire, c'est-à-dire en opposition, évidemment que ça ne fait pas justice au sujet qu'on veut traiter. Ce qu'il faut faire, c'est traiter les problèmes et aussi traiter la façon dont les humains s'organisent pour répondre aux problèmes. Hmm. Et ça ne veut pas dire être positif, ça ne veut pas dire être léger, ça ne veut pas dire être superficiel, ce qui est un peu ce qu'on voit dans la pratique, c'est-à-dire que pendant des années, le journalisme de solution était, oui, quelque chose d'un petit peu sympa. Moi, je trouve que ça fait presque, c'est du greenwashing médiatique, c'est-à-dire qu'on va continuer à traiter des problèmes d'une façon qui a un impact négatif sur nos sociétés, et ça, il faut l'admettre. Et en même temps, avoir une petite newsletter ou un truc un peu positif, feel good, qui va dire, bah, vous voyez, on a pris en compte le fait que vous trouvez que l'information était anxiogène. Mais en fait, tant qu'on fera ça, Hmm. on passe, à mon avis, à côté du vrai problème. Ouais, tout à fait. Ça me fait penser à des, des- une réalité médiatique qu'on a connue même dans notre enfance. Moi, je pense au journal de Jean-Pierre Pernaut, avec ses images très positives. À certains moments, le midi, le journal Le Trésor, on nous raconte des histoires de petits chats qu'on a retrouvés. Et en effet, on peut confondre le journalisme de solution et le journalisme positif. Et alors que là, ce que tu me décris, c'est on va à la rencontre du problème, de la réalité du terrain, dans toute sa complexité. Ce qui inclut aussi des vrais humains avec des vraies raisons de faire ce qu'ils font, qui font peut-être des choses parfaitement détestables, mais en les comprenant mieux, on peut peut-être mieux régler le problème. Et aussi en allant voir ceux qui essaient de régler ces problèmes-là, leur approche, différentes approches qui peuvent exister, y compris celles qui sont pacifiées.
Et c'est dans cette complexité-là que peut-être qu'on peut mieux comprendre le vrai sujet que nous, en démocratie, du coup, on peut agir en conséquence. Nous, en tant que citoyens, on peut voter en conséquence, on peut prendre nos dispositions dans la société civile en conséquence. Alors que ce que tu nous Oui, décris là, c'est un contexte aujourd'hui où on dit voilà, tout va mal, c'est horrible, et regardez comme il est impossible de trouver une solution, et ce qui peut créer énormément de sentiments anxiogènes, activer nos biais cognitifs pour nous séparer de l'information, et donc ensuite nous pousser à la non-action, en fait, à l'inaction, parce que c'est une action, la seule action qui nous vient en tête, c'est celle peut-être de la violence ou du rejet, qui est une action qui n'est pas très constructive, on va dire ça comme ça. ouais, tout à fait. Alors en plus, l'impact que ça a sur les gens, c'est que soit ça les déprime et ils deviennent complètement anxieux, même s'ils continuent de s'informer, soit ils se désengagent de l'information, ce qui est aussi un risque énorme pour notre démocratie. Et je peux te donner un exemple pour dire à quel point c'est problématique. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de ce qui se passe à Gaza, j'en parlais récemment avec quelqu'un qui justement accompagne les journalistes au Moyen-Orient à couvrir aussi les réponses apportées au problème. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de problème sur la surface de la Terre qui ne soit pas euh, adressé par les êtres humains. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas résolus, les problèmes, on essaye de les résoudre. On essaye. Donc ça fait partie de notre réalité. Et si je voulais juste donner un exemple sur Gaza pour montrer à quel point c'est problématique, aussi par rapport au biais qu'on peut mettre dans ce qu'on pense est le journalisme de solution. C'est-à-dire que à Gaza, il y a l'horreur qu'on connaît bien, qui est documentée. Ce qu'on ne dit pas, c'est que à l'intérieur même du territoire gazaoui, les gens essayent de s'organiser pour survivre, pour s'entraider. Et quand on parle de journalisme de solution, les médias occidentaux notamment a tendance à dire, OK, on va parler des ONG qui s'organisent pour envoyer de l'aide. Et du coup, on s'arrête à une réponse qui déjà vient de l'extérieur, qui en fait ne représente même pas 10% de l'entraide qui s'opère à Gaza depuis le début du génocide. Et donc, en fait, on tait plusieurs aspects de la réalité. C'est que déjà, on tait le fait que on essaye quand même d'apporter de l'aide et qu'il y a une entraide qui va, on va dire, naturellement advenir au sein du territoire. Et en plus, quand on parle de quand même des quelques solutions qui sont apportées, on a tendance à le faire avec notre prisme de population blanche et on s'intéresse aux ONG occidentales qui attendent de pouvoir rentrer à Gaza. Voilà. Donc Ouais. ça pose problème sur plusieurs niveaux. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point, c'est que on va retrouver au final une certaine vision de l'événement. Donc là, tu décris voilà, Gaza. Cette vision, c'est des populations non identifiées meurtries, une armée non identifiée qui joue le bourreau, des ONG plus ou moins identifiées, donc avec des incarnations ponctuelles qui nous racontent ce qui se passe, mais au final, d'histoires humaines du terrain qui à la fois pourraient aider des populations, je pense des populations israéliennes ou juives, à mieux comprendre la réalité du terrain à Gaza et donc à peut-être ouvrir sa perspective sur le sujet, parce que tu vois des vrais humains en train de faire des vraies choses et donc tu peux plus les déshumaniser, et aussi de nous faire prendre conscience de la résilience des populations humaines et de la réalité de leur vécu et de ce quoi elles aspirent, plutôt que de rentrer dans cette dichotomie entre la population et le Hamas, qui est évidemment souvent raconté comme tel dans l'espace médiatique. Tu auras une espèce de séparation Exactement. nette. Voilà. Mm. Exactement, et tu as utilisé le bon terme, c'est que c'est de la déshumanisation. J'arrive pas à le dire. Ah, je le dirai pas parce que j'y arriverai pas, mais la question, Déshumanisation. ça Ouais. pose la question, merci. Ça pose la question en fait de la dignité. C'est-à-dire que c'est possible
aussi de rendre justice à des populations qui certes sont oppressées, mais dans toute leur dignité. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, sur la couverture médiatique de ce qui se passe dans les quartiers difficiles, où on a tendance à à parler des jeunes de ces quartiers, par exemple, comme attendant d'être sauvés ou en désignant, enfin, en utilisant un vocabulaire qui de facto les enferme dans une destinée qui n'est peut-être pas celle qu'ils ont choisie. Voilà, donc c'est aussi comment questionner le langage qu'on utilise pour parler de certaines situations, certaines populations. Hmm. Ah ouais, on a face à nous des êtres humains complexes, qu'on vienne voir une personne qui vient de subir un drame, une personne qui vit dans un milieu populaire, défavorisé, une personne qui vit dans la rue, une personne migrante. En fait, toutes ces individualités-là sont des humains complexes qui ont leur histoire, et en le racontant, en faisant accoucher de cette histoire, eh ben, on arrive un peu mieux à comprendre la réalité humaine qui se cache derrière, parfois qui est horrible, qui est parfois aussi complexe, mixte, de choses joyeuses, des choses horrifiantes. Et du coup, nous, ça nous construit un peu notre rapport à ça aussi quand on regarde en tant que spectateur. On se dit, waouh, j'ai quelqu'un là de complexe en face de moi, qu'est-ce que je fais face à ça? J'ai un peu d'empathie, peut-être j'ai un peu de compassion, peut-être ça me donne envie d'agir. Là où, quand on est face à une espèce de simplification dramatique de la situation, les forêts brûlent, il y a euh, le niveau d'eau qui va monter, mais en même temps il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques. Qu'est-ce que je fais face à ça? Voilà. Qu'est-ce que moi en tant que citoyen je fais quoi? Et parce que ma capacité de compassion, elle est très limitée face aux objets et aux choses, quoi. Et donc mon envie d'action, elle est aussi pas forcément portée par ça. Donc moi je crois pas mal en l'incarnation de ces problématiques pour nous pousser à l'action aussi, pour nous pousser à, à porter des actions. Donc c'est vrai que le journaliste pourrait servir un peu plus cet aspect-là. Oui, tout à fait. Il pourrait. En fait, il y a une chose, c'est que je pense qu'un des enjeux du journalisme aujourd'hui, c'est vraiment d'apaiser le débat public. Alors, est-ce que c'est son rôle? J'ai envie de dire, quand on voit plutôt l'effet des récits médiatiques sur le débat public, euh, on est obligé de se dire qu'il faut faire quelque chose, il faut agir et il faut changer. Parce que c'est extrêmement dangereux, en fait. On sait vers quoi ça nous amène. Donc, effectivement, il y a un vrai rôle euh, de médiation entre les différentes parties de la société qui incombe aux journalistes, qu'ils le veuillent ou non. C'est-à-dire que s'il ne le veut pas, ce sera quand même le cas. C'est-à-dire qu'il va avoir un impact sur la façon dont les différentes parties de la société se comprennent ou pas. Donc moi, je parle souvent de journalisme presque comme un métier du soin, un métier du lien, où effectivement, on va aider les différentes parties de la société à mieux se comprendre, à mieux dialoguer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on rend justice à la complexité des sujets, on apaise le débat, de facto. Hum, hum, C'est-à-dire que on permet d'honorer des nuances, on permet de voir ce qui nous lie les uns aux autres et ce qui nous oppose, mais de manière apaisée. Et pour revenir à ce qu'on disait au début, euh, sur la polarisation affective, c'est-à-dire qu'on va un petit peu diminuer le degré de cette polarisation affective qui est en fait euh, le degré d'animosité qu'on a envers nos adversaires idéologiques. La polarisation idéologique est très saine en démocratie, c'est pas le problème. C'est plutôt à quel point on va tolérer qu'il y ait différentes opinions qui cohabitent dans la société et hum. le vivre ensemble. Ouais. Ouais, ouais, l'importance de ce pluralisme dans un espace démocratique. Moi, je suis très attaché à ça, surtout quand on regarde les recherches sur l'intelligence collective et l'importance de la pluralité des points de vue pour générer des nouvelles idées, pour trouver des solutions. Enfin, moi, je suis un grand défenseur de ça, donc je suis d'accord avec toi pour dire bah, le rôle du système informationnel dans une société donnée, c'est aussi de participer à la bonne efficacité de l'intelligence collective.
parce que l'information, c'est une clé importante de l'intelligence. Et aujourd'hui, on a un système informationnel qui peut-être ne sert pas bien ces objectifs-là, parce qu'il n'a pas été conçu pour ça non plus. C'est-à-dire il n'a pas été structuré de cette manière-là non plus. Ce qui pose pour moi un peu une question que je voulais te soumettre, c'est, selon toi, dans la structure du journalisme aujourd'hui, et j'ai envie de voir même plus large, c'est-à-dire du système informationnel qu'on a aujourd'hui, au-delà de l'aspect réseaux sociaux qui est très discuté, selon toi, qu'est-ce qui pose problème ou qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Est-ce que c'est juste une question de culture journalistique ou est-ce que c'est aussi les modèles économiques? Est-ce que c'est on entend beaucoup parler de la pression des milliardaires sur les médias. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Mais il y a plusieurs choses, ce n'est pas une seule chose, c'est effectivement un problème de modèle économique où notamment depuis l'avènement du numérique, on a une course à l'information qui fait que euh, les journalistes n'ont pas le temps de bien traiter les sujets. Même s'ils le voulaient, ils ont tout simplement pas la possibilité de prendre le temps de bien traiter un sujet. Donc ça, c'est une contrainte énorme. Et en plus de ça, comme avec justement avec les réseaux sociaux et tout, on a tendance à être maintenant on a plusieurs compétences pour un seul Hmm. journaliste. C'est-à-dire qu'avant, on avait voilà la personne qui écrit, la personne qui filme, la personne qui cherche, etc. Maintenant, on doit tout faire en même temps et donc la pression ne fait que s'accroître sur le journaliste, sur le nombre de compétences qu'il doit maîtriser, sur le temps qu'il a pour produire l'information sur justement cette course effrénée à il faut publier, il faut être les premiers à parler de ça, etc. Alors que avec les réseaux sociaux et avec l'IA, c'est plus possible. C'est juste plus les journalistes qui vont être les premiers à parler d'une information. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une opportunité à saisir de réaffirmer notre valeur ajoutée en tant que journaliste, c'est aussi de raconter la complexité des sujets et non pas juste Hmm. euh, la news telle qu'on l'a définie, c'est-à-dire le fait qu'un événement surgit, ok, on le raconte. Donc ça c'est une première chose qui est une contrainte énorme, même pour ceux qui vivent pas en plus sous des contraintes éditoriales. Hmm. C'est-à-dire que ça, c'est un autre problème, évidemment, qu'on documente. Enfin, c'est le documentaire de Cache Investigation sur CNews était probant, mais effectivement, on a un paysage médiatique qui est de plus en plus pauvre finalement, parce que justement, il y a quelques grands groupes ou quelques milliardaires qui possèdent des médias et qui vont pouvoir homogénéiser idéologiquement ce qui est dit dans Ouais. tel et tel média, avec les problèmes vraiment d'éthique qu'on connaît, d'éthique journalistique. Et je parle même pas des fake news ou du fait que voilà, l'ARCOM soit très régulièrement saisi. Il y a le travail de Quota Climat qui est exemplaire sur tout ce qui est fausses informations liées à la crise climatique. Et enfin, et tu en as parlé, il y a pour moi un problème de biais, de mauvaises habitudes et de compétences. Hmm. Le biais, c'est-à-dire que je pense que sous couvert d'objectivité journalistique, euh, les journalistes n'assument pas leur subjectivité justement. Donc moi, je préfère qu'on parle d'honnêteté journalistique et donc de transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité journalistique. Les journalistes sont des êtres humains avec leurs propres filtres, leurs propres expériences vécues, leurs propres opinions. Même le fait de choisir un sujet, choisir un expert, tel ou telle personne à interviewer, c'est insérer de la subjectivité dans le sujet. Donc plutôt que de dire non, 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 il n'y a pas de subjectivité, il faut l'assumer. D'ailleurs, il faut dire, moi, je parle de cet endroit-là, je suis telle personne avec tel bagage. Voilà comment j'ai quand même essayé de couvrir mon sujet de manière à être tout à fait honnête et viser un peu l'équilibre des différentes opinions en présence, par exemple. Je trouve que c'est une Hmm. démarche beaucoup plus honnête et beaucoup plus
euh, crédible aussi pour le public qui va dire, ah d'accord, bon, bah, effectivement, c'est pas évident, mais voilà comment le journaliste a travaillé. Ensuite, un problème de compétence, c'est que les journalistes, et ça c'est vraiment le grand sujet du livre, les journalistes, mais au même titre que la majorité de la population, on ne sait pas écouter. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris à écouter. C'est une- c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme une compétence, c'est plutôt une qualité qu'on a ou qu'on n'a pas. Et donc, on croit écouter, les journalistes passent leur temps à écouter, en vrai, c'est leur boulot de recueillir la parole des gens, mais ils le font en croyant écouter, ils ne savent pas faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois en formation avec les journalistes qui disent, Hmm. mais attendez, évidemment que je sais écouter, c'est mon boulot. Et quand on explore différentes techniques d'écoute pour le faire mieux, ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont loupé, en fait, Ouais. dans leurs interactions avec les gens. Et ensuite, des mauvaises habitudes parce que en fait, on bosse tellement sur contraintes, justement, comme on vient d'en parler, Hmm. qu'on finit par s'accommoder de ces contraintes, rentrer dans un espèce de quotidien où, OK, on sait qu'on va faire ça, 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 on va poser telle question parce que c'est comme ça qu'on a appris à faire notre métier, on va angler notre sujet, etc. Et en fait, on ne prend pas le recul nécessaire à répondre à cette question qui, pour moi, est fondamentale, c'est qu'est-ce que j'ai pas compris? Hmm. Qu'est-ce que j'ai pas compris dans ce sujet que je viens de couvrir, moi, journaliste, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce qui échappe à la compréhension collective, voilà. Et en fait, ça, c'est parce qu'on est aussi euh, on n'a pas ce temps nécessaire et les ressources nécessaires pour prendre un petit peu une pause, justement, parce que Hmm. tout va trop vite. On prend pas cette pause pour se demander qu'est-ce qu'on a loupé. Ouais. Ouais, donc cette disposition dans des termes un peu plus proches de la recherche, ce serait à l'humilité intellectuelle, tu vois, c'est cette espèce de disposition à l'ouverture à l'autre, à chercher à infirmer ses croyances. C'est pas forcément quelque chose qui est donné à tout le monde, c'est pas une évidence du tout. Et ça s'accompagne de compétences qui sont pas forcément les plus pratiquées lorsqu'on apprend le métier de journaliste, ce que tu décris là, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Et justement, ça suppose une grande humilité. C'est-à-dire que à la fois être à l'écoute pleinement, sans juger, mais aussi remettre en question un petit peu nos propres biais, être toujours dans le questionnement, ça suppose d'être doté d'une grande humilité. Et ça aussi, Ouais. on l'apprend pas forcément. Ouais, j'apprécie beaucoup ce que tu dis là parce que moi, ce que ta proposition, je trouve, c'est une intéressante contre-proposition à la dichotomie qu'on voit aujourd'hui pas mal dans les milieux journalistiques, qui est soit le journalisme à l'ancienne, entre guillemets, donc faussement neutre, mais comme tu l'as très bien décrit, au final, qui ne l'est jamais vraiment, surtout du fait des orientations euh, liées à la publication pour laquelle tu travailles, et le journalisme de militant, qui lui, du coup, assume parfaitement sa disposition à préférer, avoir une préférence politique, euh, mais du coup va peut-être pousser la barre un peu loin, au sens qu'il ne va pas forcément prendre en considération d'autres points de vue ou d'autres perspectives, parce que bah, l'autre, c'est pas que je le comprends pas, c'est juste que l'autre est con, c'est juste que l'autre n'a rien compris, c'est juste que l'autre est méchant, et donc en fait j'ai déjà compris pourquoi l'autre faisait ce qu'il faisait, donc j'ai pas besoin de lui poser la question, et je vais juste dans le sens de mes convictions. Comment Oui, toi tu te situes par rapport à cette dichotomie-là? Enfin, j'ai vu comment tu te situais, mais qu'est-ce que tu penses du journalisme militant dont tu n'as pas trop parlé pour l'instant? mais je pense que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu disais, voilà, je vais penser que l'autre a rien compris ou qu'il est con, etc. Et en fait, il y a un neuroscientifique qui s'appelle Chris de Meyer qui travaille sur les façons dont on pourrait parler du climat différemment pour justement éviter de nous diviser, mais plutôt Hmm. que la majorité d'entre nous comprennent que c'est une cause commune et d'ailleurs qui n'est pas un sujet qui divise tant que ça. Et il montre en fait dans la pyramide de la polarisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui va là, c'est en haut de la pyramide, on est plutôt sur une réalité commune.
Et en bas de la pyramide, on est plutôt très divisé, on se comprend plus. Et dans euh, les différents mécanismes qui conduisent à se diviser, c'est un mécanisme de présomption. C'est-à-dire qu'on a des présomptions sur ce que pense l'autre. On a des présomptions ou des jugements sur ce qu'est l'autre. Et la présomption la plus répandue, c'est l'ignorance. C'est de dire les autres ne savent pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont rien compris. Voilà, ils n'ont pas les informations nécessaires pour prendre des bonnes décisions. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement beaucoup chez les journalistes en général. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une présomption un petit peu silencieuse que les gens ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, alors que nous, journalistes, comme on a enquêté, on sait. Et ensuite, au-delà de l'ignorance, ça va être justement penser que l'autre est un idiot, penser que l'autre est le diable, est diabolisé, et voilà. Donc, c'est intéressant, je pense, de vraiment poser la Hmm. question de quand on rentre, même quand on va faire une interview, dans quel état d'esprit on est? Est-ce que le journaliste se dit, ben, la personne que j'ai interviewée est un con fini, ou est-ce que il y aura une possibilité pour moi aussi d'apprendre quelque chose de cette personne? Ouais. Et ensuite, je pense, et ça, c'est quelque chose chez les journalistes militants, je pense qu'ils sont souvent très solides sur les faits. C'est-à-dire que c'est quand même des journalistes qui s'appuient sur des données scientifiques, qui sont en lutte permanente contre la désinformation, et c'est tout à leur honneur. Là où je pense qu'ils braquent le camp opposé, on va dire, c'est que c'est le langage qu'ils utilisent. Hmm. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'a documenté le neuroscientifique Chris de Meyer dont je parlais, c'est qu'en fait, on a quelque chose qu'on comprend pas dans les mots qu'on utilise. On pense que l'autre a compris ce qu'on voulait dire. Hmm. Mais les mots ont des différentes significations pour chaque personne en fonction de nos expériences vécues, de nos opinions, des connotations que ça va allumer un peu dans le cerveau. Et donc, on ne se rend pas compte que les mots qu'on utilise, et je pense que c'est surtout le cas des journalistes militants, vont finalement avoir atterrir sur les gens d'une manière qui va potentiellement soit les braquer, Hmm. soit ils vont se sentir méprisés, soit ils vont trouver qu'il y a un ton moralisateur qui fait Ouais. qu'ils ont l'impression de ne pas être respectés dans leur entière dignité. Donc, je pense que c'est surtout sur ça qu'il faut travailler avec des journalistes qui Hmm. vraiment sont irréprochables sur les faits, mais qui par contre vont peut-être dans leur attitude, dans le langage qu'ils utilisent, euh, braquer. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, je trouve une disposition à se rendre compte que, ok, il y a différentes personnes qui pourraient penser comme ça. Du coup, je vais voir à qui je m'adresse en fait dans mon message. Si je sais que c'est un message qui va être plutôt rejeté par une certaine partie de la population, qu'est-ce que je peux utiliser comme façon de l'exprimer, façon de le raconter, qui peut les toucher eux, sachant que c'est plutôt eux qui vont avoir du mal à être touchés par ce sujet. Donc imaginons, je suis un journaliste, je parlais des prisons. Je sais que mes personnes un peu plus à droite de l'échiquier politique, ils vont avoir beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour les personnes en prison. Donc comment je peux raconter cette histoire pour générer de la compréhension supplémentaire pour eux? Et inversement, je peux être le même journaliste qui se dit ah, parler des solutions climatiques, c'est un peu compliqué pour certaines personnes de gauche, alors comment je peux en parler pour que ces personnes-là soient ouvertes à ces idées et restent du coup disposées à écouter et à considérer la nouvelle. Et c'est vrai que c'est rarement comme ça qu'on va choisir son angle. Si je me permets de... Je ne suis pas journaliste, mais Tout à fait. voilà. Ouais. Mm. Tout à fait. Et là encore, je pense que certains journalistes vont dire, ah ben oui, mais bon, moi, c'est pas mon travail de plaire à tout le monde. Et c'est pas ça que je veux C'est pas dire. ça le C'est sujet. que Mm. c'est plutôt comment aborder un sujet de manière à ne pas exclure du sujet. Ouais. C'est plutôt ça. Et ça, je pense que plus ça va, moins ça va, quoi. Ouais, clairement. Puis pour moi, c'est même un problème démocratique, tu vois, dire c'est pas mon métier. Pour moi, c'est un peu renier aussi le quatrième pouvoir.
Le pouvoir informationnel, c'est un pouvoir extrêmement important en démocratie. Et dire, c'est pas mon métier, enfin, je caricature évidemment, mais dire, c'est pas mon métier que de plaire à tout le monde, je veux dire, bah, en tout cas, informer tout le monde, si, quand même. Enfin, genre, c'est hyper important. Donc, on peut pas rejeter ça d'un revers de main, sous prétexte que ça plaira pas ou c'est plus difficile pour moi. Bah, il y a des outils, on Oui, peut utiliser. Ouais. comme tu dis, le danger, c'est de s'enfermer dans des réalités complètement distinctes, quoi, et de Ouais, ne plus réussir à dialoguer, tout à fait. ouais. En parlant de s'enfermer dans des réalités distinctes, je voulais parler un peu avec toi de fake news aussi, parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le contexte informationnel. C'est un terme aussi qui maintenant est de plus en plus vu comme une espèce de guerre informationnelle, c'est-à-dire chaque côté va traiter l'autre de fake news. Ça, c'est un peu l'invention de Donald Trump, voilà, post 2016. Comment toi tu te situes par rapport à cette terminologie de fake news? Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles aussi dans tes formations? Est-ce que tu l'évites? Voilà, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, il y a deux choses. C'est que moi, les gens que j'ai interviewés pour le livre, et notamment qui étaient plutôt dans une obsession de la manipulation médiatique, qui étaient méfiants envers l'information, me disaient, mais c'est pas tant qu'on questionne la véracité des faits, mais plutôt comment ils sont racontés. Donc, en fait, ce que ça pose, c'est la question de la perception. Et il y a aussi un effet, on va dire, de dramatisation. Quand on regarde l'information, on a vraiment un effet de dramatisation qui participe à cette méfiance, parce que même si on est conscient qu'il y a, par exemple, des problèmes de sécheresse, en fonction de où on vit ou de l'instant T dans lequel on est, on ne va pas constater cette sécheresse, voilà, dans notre entourage, enfin, dans notre environnement proche. Et pourtant, on ne questionne pas le fait qu'il y a un problème de sécheresse. Mais le fait que aussi tous les médias parlent du même problème en même temps et que ça devienne d'un coup, on est vraiment mitraillé sur un problème en particulier, et du coup, on a l'impression que c'est partout. En fait, Hmm, ça alimente la méfiance. C'est hmm, aussi quelque chose que j'ai vu beaucoup sur des gens qui sont amenés à beaucoup voyager et qui vont dire, oui, alors moi, on m'avait dit que, je sais pas, au Nigeria, c'est super craignos, il y a des problèmes de sécurité, et puis il y a ça, il y a telle maladie, il y a truc. Et en fait, quand je suis arrivée, mais en fait, tout le monde était gentil. Et en fait, c'est ça. C'est le problème de perception, c'est-à-dire à force de concentrer nos récits médiatiques sur tel et tel sujet ou avec tel et tel angle, on a une distorsion de la hmm. réalité qui alimente ensuite voilà, ceux qui vont justement inverser qui raconte des fake news et qui n'en raconte pas. C'est utilisé, on va dire, contre ceux qui brandissent les faits. Après, il y a un dicton en anglais qui dit My feelings don't care about your facts. Donc en gros, c'est un peu le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. J'ai bien entendu les faits qui peuvent être certainement bien prouvés scientifiquement, par exemple. Mais là, moi, dans l'état, avec mes contraintes personnelles, avec mon vécu, avec mes problèmes au quotidien, en fait, ça va peut-être pas être ma priorité ou ça va peut-être pas, Hmm. tant que je ne serai pas entendue dans ce que moi, ce avec quoi je bataille, on va dire, je ne pourrai pas être ouvert à ta Ouais. version. Et ça, c'est vraiment, on le voit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait un qui se sente entendu, je dis un, ça peut être une personne, un parti, un groupe, pour que l'autre se mette à écouter à son tour. Et tant qu'il n'y a pas Hmm. une des deux parties qui fait le premier pas, on reste bloqué et c'est ça que ça veut dire My feelings don't care about your facts. C'est tant que tu n'auras pas entendu ma réalité, je n'écouterai pas la tienne. Et c'est Hmm. pour ça, et c'est plus complexe que la seule notion de fake news ou Ouais. d'information fiable, quoi.
Ouais, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Et je rebondis sur la petite phrase, le dicton My feelings don't care about your facts. Moi, j'ai toujours entendu à l'inverse, Facts don't care about your feelings, plutôt comme une espèce d'injonction dans un débat. Ce sont les faits, rien que les faits. Et j'aime bien l'inversion que tu proposes là, ou qui est plus en fait réelle. C'est-à-dire que non, en fait, nous, quand on a des émotions, c'est très difficile d'observer les faits objectivement. Et donc, tous les faits que tu Ah me oui, balances là, je les prends pas en considération, principalement parce que tant que j'ai pas moi. ces émotions. Ouais. Mm. Exactement. Et en fait, évidemment, idéalement, dans un débat, on ne s'en tiendrait qu'aux faits. Mais c'est pas comme ça que l'humain fonctionne. Pas du Ouais, tout. C'est-à-dire que vraiment, c'est toujours l'émotion, le ressenti qui va prendre le pas. Et ça, ouais, c'est contre-intuitif de prendre cette distance et d'essayer de s'apaiser soi-même pour être... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et en ouais, fait, il faut qu'on... Et c'est pour ça que c'est très intéressant, je pense, pour les journalistes de se former en partie aux neurosciences, c'est que c'est important aussi euh, de prendre en compte ce qui se passe dans la tête des gens, dans la ouais, tête, dans leur cœur, quand une information atterrit sur eux, quoi. carrément, carrément. Ouais, c'est extrêmement important et j'avoue que j'essaie de faire ma petite part du boulot dans mon Substack toutes les semaines. J'écris sur ce sujet-là justement. C'est comment est-ce qu'on forme des croyances, comment est-ce qu'on les dépasse, comment est-ce qu'on recrée du dialogue sur des pathologies. Et ça m'a même amené à créer avec un confrère qui est créateur sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, à créer un guide qu'on a appelé le guide du contenu constructif. Moi, j'ai appelé ça Dépolarise ton contenu. Et on a créé du coup 5 indicateurs sur la base de pas mal de contenus qu'on a pu regarder et qu'on a pu voir à la fois percer, c'est-à-dire fonctionner dans l'algorithme actuel, et avoir plutôt un impact dépolarisant, c'est-à-dire amener de la complexité, faire des bridging news dont tu parleras après, je te poserai une question là-dessus, ou encore créer un hook narratif qui fait qu'on s'intéresse à la question. Et je pense que voilà, Dia Khan, que tu as très bien mentionné, est une maîtresse dans cet art-là. Et ce dont on se rend compte finalement, c'est que on peut faire des contenus intéressants, on peut faire des articles intéressants qui attirent l'œil, qui donnent envie de lire et qui sont complexifiants, qui mettent de l'eau dans le vin de tout le monde et qui sont audibles et qui donnent l'impression à tout le monde d'être entendu. En fait, ça c'est possible, ça existe, mais c'est rare. Peut-être ça demande un peu plus de travail, mais ça demande surtout des compétences. Et, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que quelque part, en faisant cette approche-là, on règle pas mal de problèmes, y compris le problème dit des fake news. Parce que, en fait, la fake news, c'est qu'une émanation de besoin d'être entendu, d'être considéré, de ne pas être mis de côté et traité comme un fou, alors qu'on a un humain complexe qui a un vécu qui est légitime. Et donc, pourquoi est-ce qu'on me traiterait comme ça? Donc, moi, Ouais, je trouve tout à ça fait. super, ouais, super intéressant de voir. Notamment, Je t'en prie. notamment quand on s'intéresse, on va dire, aux masses citoyennes, populaires, qui suivent les puissants. C'est-à-dire, je pense, et ça, Diakan me l'a dit personnellement, c'est que c'est plus difficile de déconstruire, on va dire, tout ce qui le pouvoir des fake news quand c'est utilisé par les puissants que quand c'est utilisé par ceux qui sont dominés, on va dire. Hmm. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de faire, c'est d'avoir ça à l'esprit et de garder euh, en tête cette nécessité d'être entendu, surtout sur ceux, enfin, quand on interagit avec ceux qui finalement sont dominés ou sont marginalisés ou sont en colère, ou etc. C'est beaucoup plus difficile Ouais. à faire avec Elon Musk, par exemple, mais Hmm. c'est peut-être pas là que c'est le plus intéressant. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, et même Elon Musk, quelque part, il existe. Enfin, c'est aussi l'émanation de plein d'autres choses. Et donc, si quelque part, tu as pas un tiers de la population qui se sent marginalisé, mis de côté, pas écouté, pas considéré, et Elon Musk, il est beaucoup moins pertinent, quoi. Ben oui, pour moi, Elon Musk, c'est un symptôme Ouais. d'une maladie. Donc plutôt s'intéresser à la maladie qu'aux symptômes.
Ouais, tout à fait. Donc moi j'aime beaucoup là ton approche je trouve très contre-intuitive par rapport à ce qu'on voit dans les milieux même journalistiques sur la question des fake news. En fait, se battre contre les Tout fake à news, c'est pas interdire les gens de s'exprimer, c'est considérer leurs besoins pour qu'ils aient envie de consommer des informations qui correspondent un peu plus avec la réalité. Et je me permets une extrapolation en plus, c'est j'ai l'impression que tu es aussi en train de nous dire qu'un régime informationnel un peu plus parfait, un peu plus idéal, ce serait un régime informationnel qui nous renvoie une image la plus réelle du monde, dans toute sa complexité, les choses horribles qui s'y passent, les choses positives qui s'y passent, les solutions, les problèmes sans solution. C'est toutes ces complexités-là, quelque part, qu'on doit ressentir, qu'on devrait ressentir, si on a un bon régime informationnel, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. Oui, tout à fait. Et je pense il y a une distorsion aussi du débat public parce qu'on a tendance à entendre les, les personnes qui ne sont pas majoritaires mais qui font le plus polémique. Si on prend le cas de la France, c'est un peu la France Twitter, enfin anciennement Ouais, X, anciennement Twitter, qui finalement parle plus fort que les autres et donne l'impression que le débat public est exacerbé. Je ouais, crois qu'il n'est pas si exacerbé que ça. Je pense que justement, c'est aussi une distorsion de la réalité et que notamment en province, c'est plus facile de créer du lien sans s'écharper sur ces questions-là parce qu'on doit créer du lien, parce qu'on on se croise, parce qu'on a besoin les uns des autres, parce qu'on se rend service, etc. Et que les questions qui font polémique viennent après. Et là, on a une distorsion de la réalité parce qu'on, c'est comme si les polémiques étaient, prenaient toute la place dans notre quotidien, ouais. prenaient toute la place aux informations sur notre téléphone, télé, enfin peu importe comment on s'informe. Et ça, c'est aussi une distorsion de la réalité qui finit par s'appliquer au réel. Hmm. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis là, et ça me fait penser à un site que j'ai découvert hier, que je trouve génial, qui est pour les États-Unis, qui s'appelle Americans Agree. Et c'est un site qui référence tous les sujets transpartisans sur lesquels il y a un espace d'accord commun euh, Oui. très large. Et en France, on a Destin commun qui commence à faire ce travail-là aussi, que tu connais très bien, parce que tu les références énormément dans ton livre, que On a je... collaboré, oui, on a collaboré Hmm, sur le livre parce qu'ils m'ont donné accès à toutes leurs études. Donc, Destin commun, c'est une organisation qui est internationale d'ailleurs, mais ils ont une antenne en France qui vraiment étudie les grandes tendances de la société française, mais plutôt pour comprendre ce qui nous lie au-delà de ce qui nous divise. Et on a organisé des groupes de parole ensemble pour justement questionner les Français sur leur rapport à l'écoute, aux médias, qu'est-ce que ça fait d'être entendu, voilà, hmm. est-ce qu'ils se ressentent bien représentés dans les médias, etc. Ouais. Mais pardon, je t'ai coupé du Non, coup. non, non, c'est super que tu aies fait le point sur Destin commun, qui est une excellente organisation, donc basée sur le modèle de More in Common, qui vient des États-Unis, comme Oui, souvent. Cette question-là, même sur les pires sujets, les US sont en avance sur la polarisation aussi. Et donc, il y a aussi Coda Climat que tu mentionnais sur le climat, qui fait ce travail de montrer, ok, en fait, on est vachement d'accord sur plein de trucs. Donc, on peut avancer, quoi. On peut avancer vachement plus vite que ce qu'on imagine. et Parlons Climat aussi. Parlons Et parlons Climat climat. qui publie des études régulièrement pour montrer justement que sur les questions écologiques, ce sur quoi on est d'accord, on a tendance à parler de ce qui nous divise en priorité, quoi. Hmm. Ouais, on exacerbe la division alors qu'en fait on a énormément de points d'accord qui sont pas forcément des points sur lesquels il y a une législation active en plus. Donc ça peut être des points qui peuvent forger un programme politique. Et c'est ça qui est presque étonnant, c'est qu'on pourrait se dire, bah, il y a un programme gagnant à tenter d'aller chercher tous ces points transpartisans sur lesquels on peut tous être d'accord, et il y en a certainement de très nombreux. Et pour autant, c'est pas forcément le réflexe politique qui est actif, en tout cas, pour le moment. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je voulais juste finir sur une dernière notion que je trouve importante, dont tu parles dans ton livre, qui m'a beaucoup touché et que j'apprécie énormément dans le concept, c'est les bridging news.
Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, c'était vraiment par opposition aux breaking news. Et les breaking news, c'est l'actualité chaude, quoi. Ça désigne, voilà, c'est une notification qu'on reçoit sur nos téléphones le dernier drame, justement, qui est survenu ou dernière information politique. Donc, en anglais, ça s'appelle breaking news, qui est un terme qui relève vraiment de la fracture, parce que breaking, c'est casser quelque chose. Hmm. Et les synonymes de breaking, c'est que des termes qui relèvent justement de cette fracture, de cette division, de briser, quoi. Et ce qui m'a amené à me dire, mais est-ce que ce serait possible au contraire de faire des breaking news, c'est-à-dire de l'actualité ou des récits médiatiques qui au contraire nous permettent non pas de nous fracturer, mais de mieux nous comprendre, de mieux notamment comprendre une opinion opposée à la nôtre. Parce une des données fondatrices pour l'écriture du livre, c'est justement une donnée de More in Common aux États-Unis qui montrait que plus les gens s'informaient, moins ils étaient en capacité de comprendre une opinion opposée à la leur. Voilà. Et vraiment dans cette idée de faire pont. Donc bridge, c'est le pont. Et en fait, ce que j'entends souvent, c'est est-ce que vraiment on doit faire pont? Est-ce qu'on doit lier les différentes parties de la société entre elles? Et j'ai envie de dire, en fait, c'est déjà la position du journaliste. C'est-à-dire que le journaliste est en quelque sorte un intermédiaire entre les politiques et les citoyens, entre les citoyens entre eux, entre différentes parties de la société. Donc, la décision, c'est plutôt est-ce qu'on va continuer à faire barrage, parce que je trouve que c'est ce qu'on fait. On fait barrage, et on fracture ces différentes parties de la société encore plus, ou est-ce qu'on va faire pont? Et donc, d'où le concept de Bridging News qui vraiment développe cette idée d'une meilleure écoute, de respecter la dignité des gens, d'inclure les réponses apportées aux problèmes à la couverture médiatique des sujets, et que j'explore en ce moment. J'ai lancé un programme au mois d'octobre avec 10 rédactions européennes, dont plusieurs en France d'ailleurs, sur qu'est-ce que c'est faire des breaking news et comment ces différents outils que je viens de nommer peuvent aider à rendre une information plus complexe, mais aussi plus apaisante en quelque sorte. Hmm. Ouais, c'est pour moi vraiment l'une des choses les plus importantes, ce que tu décris là, c'est-à-dire ce rôle de facilitation, de création de liens par l'information, et non pas de la création de division par l'information. On se crée des ponts entre nous parce qu'on se comprend mieux et on se connaît mieux, on comprend les différentes perspectives, les différents enjeux. Ça, c'est l'idéal informationnel. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression, en effet, de s'enfoncer dans des perspectives unipolaires ou monopolaires face aux autres méchants et stupides qui n'ont rien compris et qui font exprès d'ailleurs de rien comprendre parce qu'ils sont bien méchants et bien stupides qu'on a de Exactement. l'autre côté. Ça, c'est vraiment un message très fort, je pense, que tu nous envoies là. Ouais, et puis tu vois ce que tu dis sur le fait que ces gens méchants et stupides qui n'ont rien compris et qui veulent rien comprendre, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de l'humiliation. Et l'humiliation, c'est le carburant de la violence. Donc, c'est vraiment aussi, et je pense qu'il faut une prise de conscience sur l'impact que les récits médiatiques ont sur la société sont déjà là, mais est-ce qu'on peut se les réapproprier pour qu'ils soient Hmm. constructifs plutôt que de nous diviser davantage, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, si je résume un petit peu, les enjeux que tu nous as décrits sont donc des enjeux liés à l'information. On a à la fois un contexte qui est assez particulier avec une concentration des pouvoirs de l'information, avec les réseaux sociaux qui aussi ouvrent la possibilité à tout le monde d'y participer. Le rôle du journaliste dans tout ça, qu'est-ce qu'il devrait être? Et tu nous dis, bah, plutôt que d'être une barrière, un barrage, une fracture, le journaliste ou la journaliste, elle peut être un pont, une manière de complexifier les narrations
de mieux se comprendre les uns les autres, de partager des faits communs, de faire sens de la complexité de l'information aussi, parfois, qu'on peut comprendre d'un côté ou de l'autre en fonction de comment on se place. Et comme ça, ensemble, on peut un peu mieux espérer construire du commun et avancer et décider et agir sur les grands enjeux qui font face à l'humanité. Si je Tout à résume fait. un petit Tout peu, à fait. Voilà un exercice de restitution réussi. Tout j'essaie, à fait. j'essaie avec les bridging news, avec les complexifying narratives, la complexification des narratifs, deux outils vraiment clés dont tu parles dans ton livre, et plein d'autres. Donc je vous recommande encore une fois de prendre ce livre. Franchement, ça se lit hyper vite, hyper bien. C'était une petite lecture de l'été. Et petite lecture, parce que j'aime bien lire des trucs sympas l'été. Voilà, des trucs sur la démocratie, tout ça. Et franchement, non, très très intéressant, beaucoup de statistiques, d'informations, et aussi des exemples, beaucoup d'exemples de ce qu'on pourrait faire, de comment on pourrait faire si on est journaliste, ou si tout simplement on est un citoyen qui s'intéresse à l'information. Très très intéressant, donc je vous le recommande avec plaisir. Merci beaucoup Nina pour ton temps. Je voulais te poser une petite dernière question, une question de la fin, un peu comme une question à l'arraché pour que tu nous proposes quelque chose si l'envie t'y vient. Si tu devais donner un conseil à une ou un jeune journaliste qui se lance, quelqu'un qui a envie d'informer les gens, qui a envie de participer à ce beau travail qu'est le travail journalistique, euh, quelle serait la recommandation que tu lui donnerais, le petit tips de Yoda, de maître Yoda, là, que tu voudrais lui donner? Je lui dirais d'apprendre à faire taire sa petite voix intérieure pour être pleinement à l'écoute du monde. Super, merci pour ce beau conseil de fin. Merci à toutes et tous. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui partagent des liens vers des articles qui vont dans ton sens Super. aussi. Même une personne qui te cite, hein. L'humiliation, c'est le carburant de la violence. Voilà, magnifique citation qu'on gardera. Et on se retrouve le mois prochain, en janvier, pour un nouveau live de comment parler. Cette fois-ci, on va parler de comment les outils de la philosophie peuvent nous aider à avoir des débats plus constructifs avec un philosophe, Antoine Blois, qui travaille aussi pour l'altruisme efficace France. Merci encore une fois, Génial. Nina, Merci, et au Christophe. plaisir de se revoir, et bon après-midi à toutes et tous. Merci à tous.